dans ce chapitre va donc aborder le sujet de la sexualité et également de la procréation. Donc en fait, effectivement, comme vous le savez tous, l'être humain va se reproduire afin donc, de faire des bébés. Alors le but premier, effectivement, c'est d'assurer la pérennité de l'espèce. La pérennité de l'espèce, ça signifie la continuité en fait de l'espèce. Alors pour pouvoir faire un bébé, forcément, il va falloir un homme et une femme. Pourquoi? Parce que tout simplement, leurs systèmes reproducteurs vont être complémentaires, mais en plus, on a besoin du gamète mâle, donc qui est le spermatozoïde, et le gamète femelle, qui est l'ovule, qui vont effectivement fusionner afin de pouvoir créer un nouvel être vivant et donc un enfant. Lorsque cet enfant naît, il n'est forcément pas du tout adulte, son système génital n'est pas encore à maturité et donc il faudra attendre l'adolescence pour effectivement avoir ce corps qu'il va donc aller vers une certaine maturité pour pouvoir à son tour procréer. Alors forcément, donc il y a plein de questions par rapport à ça, c'est comment ça marche, comment est-ce qu'on fait vraiment des bébés, comment est-ce que je peux me protéger d'une grossesse ou d'une MST, donc une maladie sexuellement transmissible. On parle aussi de IST, donc une infection sexuellement transmissible. Par exemple, comment est-ce qu'on va avoir des jumeaux, etc. Alors, il est possible que via les vidéos, je ne répondrai pas à toutes vos questions, mais donc n'hésitez pas à prendre note de vos questions afin qu'on puisse y répondre en classe. Voyons tout d'abord le système reproducteur masculin. Donc, un des éléments les plus visibles, c'est le pénis, donc on va retrouver ici. Alors ici, effectivement, on va voir que le pénis, il va être formé donc de corps caverneux et de corps spongieux qui vont se gorger de sang pour lui permettre d'être en érection. D'accord? Donc en fait, il faut vraiment imaginer ça comme une éponge qui va vraiment prendre beaucoup de sang, sauf que toutes les structures ici vont comprimer ce sang, ce qui va permettre au pénis de se redresser et de se mettre en érection. Donc comme on peut le constater ici, on n'a pas de muscles, il n'y a pas d'os, etc. Alors il faut savoir que sa taille maximale va être atteinte lors de l'érection et au repos il va faire entre 6 et 10 cm. Alors le pénis, c'est quoi son grand rôle? C'est l'évacuation du sperme et de l'urine. Donc par l'urètre qu'on va trouver, par l'urètre qu'on va retrouver ici. Alors ce qui est assez important par rapport à cette urètre, c'est qu'il faut savoir que l'urine et le sperme ne peuvent pas être en même temps. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'urine a une action spermicide, donc ça veut dire qu'elle a tendance à tuer le sperme, et que donc effectivement un petit liquide va devoir passer par l'urètre afin de le nettoyer avant que le sperme arrive. Alors, autre structure visible dans les organes génitaux masculins, c'est le scrotum. Donc le scrotum, c'est ceci. Donc en fait, le scrotum, il va être divisé en deux parties qu'on va appeler les bourses, et chaque bourse va être constituée d'un testicule. Alors c'est les testicules qui vont en fait vraiment produire les spermatozoïdes, qui vont être ensuite envoyés dans l'épididyme. Donc l'épididyme qu'on trouve ici. Alors cet épididyme, soit les spermatozoïdes vont mûrir, etc. Donc soit ils vont continuer leur chemin, soit ils vont être détruits. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'éjaculation, les spermatozoïdes, on n'en a pas besoin, d'où ils vont être détruits. Alors, lorsqu'ils sont envoyés dans les ampoules, donc les ampoules qu'on va retrouver ici, ils vont traverser, ou en tout cas ils vont prendre les canaux déférents que l'on trouve ici. Donc épididyme, canaux déférents, et puis ils arrivent donc ici dans cette poche qui s'appelle donc l'ampoule. Alors dans l'ampoule, on va avoir des ajouts de sécrétion, donc de la vésicule séminale que l'on retrouve ici, et de la prostate que l'on trouve ici. D'accord? Donc d'ailleurs c'est pour ça que les hommes peuvent faire le cancer de la prostate et pas les femmes, tout simplement parce que les femmes n'ont pas de prostate. Donc une fois que les spermatozoïdes sont mélangés aux sécrétions donc de la vésicule séminale et de la prostate, le sperme est formé, donc c'est un liquide qui est visqueux et blanchâtre. Alors en général, on a 2 à 6 millilitres de sperme qui vont être produits et 100 millions de spermatozoïdes vont être dans ce sperme. Alors la durée de vie approximative d'un spermatozoïde, c'est entre 3 à 5 jours. Alors, lorsqu'il y a l'excitation sexuelle qui intervient, donc le pénis se dresse, à ce moment-là, les glandes de Cooper qu'on va trouver ici, qu'on appelle aussi les glandes bulbo-urétrales, vont fabriquer un lubrifiant. Et ensuite, lors de l'éjaculation, le sperme va être également donc éjecté. Donc, il faut savoir également que l'urètre va être
commun à deux systèmes. Tout d'abord le système reproducteur, donc ici on voit très très bien, mais également le système urinaire. Donc en fait ici on voit qu'il y a la vessie et on voit que la vessie est également raccordée via l'urètre. Et donc effectivement chez l'homme il n'y a qu'un seul canal pour le sperme et pour l'urine, ce qui est complètement différent chez la fille qui elle va avoir un conduit pour effectivement les relations sexuelles et pour le bébé, donc pour la sortie du bébé, et un autre canal pour évacuer l'urine. Donc, petit rappel ici donc, du trajet des spermatozoïdes donc, jusqu'à la sortie. Donc, les spermatozoïdes sont donc, construits dans les testicules, ensuite l'épididyme, donc, les canaux déférents ici, voilà, et puis ils passent dans l'ampoule. Attention, ils ne passent pas dans la prostate ni dans la vésicule séminale, mais en tout cas ils mettent leur sécrétion, et puis ça descend ici vers l'urètre pour ensuite être évacué. Donc nous venons voir la vue de profil. Donc là ici on va avoir donc la vue de face. Donc ici effectivement le 1 avec les canaux déférents à gauche et à droite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a donc deux testicules. On va avoir l'urètre qu'on va trouver ici ou là. Le pénis avec ses corps caverneux, donc qui vont se gorger de sang. Le scrotum, donc qui est l'ensemble des deux poches. Okay. Si on n'en prend qu'une seule, donc ce sont les bourses. Ensuite, on va avoir les testicules ici en numéro 5. En 6, on aura là les vésicules séminales de part et d'autre, là. Donc la prostate qui se trouve en arrière de la vessie. Et puis les glandes de Cooper ou les glandes bulbo-urétrales qu'on trouve là ou ici. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir prendre note de la légende. Ici, donc, ce sont l'organe féminin, donc l'organe génital féminin. Alors, tout d'abord, on va constater donc qu'il y a des organes génitaux qui vont être externes, donc comme chez le garçon, et puis des organes génitaux qui vont être internes. Donc, première chose que l'on voit effectivement, donc, ce sont les petites et les grandes lèvres. Donc ici, on peut voir la petite et la grande lèvre. Alors, c'est quoi? C'est en fait des petits replis de peau en fait, qui vont vraiment aller recouvrir l'ouverture du conduit urinaire et vaginal. Et alors, en fait, un petit peu comme chez les garçons, lorsqu'il y a une excitation sexuelle, et bien ici, on va avoir les petites lèvres donc, qui vont vraiment se gonfler et rougir par l'afflux du sang. Donc, par exemple, lors de la stimulation donc, sexuelle. Alors ensuite, à l'entrée du vagin, donc un petit peu plus loin ici, en fait, on va avoir donc l'hymen. Donc l'hymen, c'est quoi? C'est une mince membrane donc, qui est légèrement perforée, enfin qui est perforée. Alors pourquoi est-ce qu'elle est perforée? Parce qu'il ne faut pas oublier que la jeune fille, même quand elle est vierge, elle va avoir ses règles. Et donc il est très très important que l'écoulement des règles puisse se faire. Donc l'hymen va effectivement être perforé. Cependant, il faut savoir que lors du premier rapport, donc cette hymen va être déchirée. Donc c'est pour ça que la fille perd sa virginité. Et donc, effectivement, lors de ce déchirement, eh bien, ça peut faire un peu mal et avoir un léger écoulement de sang. Alors attention que l'hymen peut se déchirer lors du premier rapport sexuel, mais il peut arriver que certains hymens peuvent être déchirés pour une toute autre raison. Par exemple, si la jeune fille fait de la gymnastique et qu'elle tombe, par exemple, les jambes écartées sur la poutre, ou qu'elle fait de l'équitation, etc. Il peut y avoir d'autres raisons à un déchirement de l'hymen. Alors ensuite, il va y avoir donc le clitoris, donc on va retrouver ici. Alors là, ici, en fait, c'est que la partie visible du clitoris, parce qu'il faut savoir qu'en fait, le clitoris, c'est une structure. Donc il y a un petit bout externe, donc il y a un point donc effectivement sensible qui va permettre énormément de plaisir donc chez la fille. Et donc en fait ce clitoris, si vous voulez, il y a la partie externe que l'on voit assez peu, mais il y a aussi toute une partie interne qui va venir entourer le vagin et donc qui peut être stimulée également lors du rapport sexuel et donc donner également du plaisir. Voilà, alors ici donc une meilleure vue effectivement du clitoris. Donc en fait ici on a effectivement la partie donc externe et puis on a donc toute la partie interne qui se trouve là et on voit effectivement que cette partie interne
va donc entourer donc l'urètre, mais également le vagin, donc ici. Alors ici, on va retrouver donc les glandes de Bartholin. Alors les glandes de Bartholin, c'est quoi? En fait, c'est ce qui permet donc de lubrifier l'orifice vaginal. Et donc, au moment de l'excitation sexuelle, effectivement, donc on va avoir un lubrifiant, donc qui va faciliter en fait la pénétration du pénis dans le vagin. Donc voilà, donc ici on a à peu près parlé de toutes les structures donc externes. Maintenant, on va parler donc des structures internes. Tout d'abord, on va parler donc des ovaires. Alors les ovaires, on les retrouve ici. D'accord, donc là on les voit vraiment bien. Alors les ovaires, c'est deux glandes, donc c'est à la forme plus ou moins d'une amande. Et donc ici on va avoir les hormones qui vont être sécrétées. Pourquoi les hormones? Bien parce que c'est en fait le dosage des hormones qui va pouvoir provoquer par exemple l'éjection de l'ovule qui va donc être fécondé, mais ça va permettre également de déclencher les règles, etc. Il faut savoir que chaque ovaire va avoir un nombre limité d'ovocytes. Donc on va avoir environ entre 400 et 400 000 ovules présents à la naissance de la petite fille. Mais donc il n'y en a que... pardon, je recommence. Donc effectivement, on va avoir 400 000 ovules présents à la naissance, mais seuls 400 vont être à maturité et donc vont être éjectés donc, de l'ovaire. Alors les autres, en fait, ils vont simplement être détruits, donc ils vont dégénérer puis être détruits. Alors, la durée de vie d'un ovocyte, c'est environ 2 jours. Et donc, un ovocyte par mois est généralement libéré par un des deux ovaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un ovocyte qui va être libéré ici, ou un ovule, ça c'est le terme plus général qu'on emploie. Donc, un ovocyte va être par exemple le mois de janvier ici, puis le mois de février, eh bien, ce sera le suivant. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet ovocyte va être aspiré par les pavillons, donc les pavillons qu'on trouve ici, et ensuite dans les trompes de Fallope. Alors les trompes de Fallope, c'est important parce que c'est le lieu où il y aura donc la fécondation. Donc c'est ici, en fait, que quand les spermatozoïdes vont rentrer par le vagin, puis ils vont traverser donc le col de l'utérus. Alors ici, en fait, on voit effectivement qu'il y a un cul-de-sac, donc il y a une partie des spermatozoïdes qui vont être bloqués à cet endroit-là, puis ils vont remonter dans l'utérus, puis dans les trompes de Fallope, où ici, on aura l'ovocyte. Il faut savoir qu'une fois que l'ovocyte est plus loin, en général, il est déjà mort et que donc il ne peut plus être fécondé. Donc les trompes de Fallope, c'est environ un canal qui mesure 10 cm. Alors ensuite, on va avoir l'utérus. Alors l'utérus, c'est un muscle qui est creux et élastique. Donc il mesure environ donc, 7 cm de long sur 5 cm de large. Donc en fait, on voit que c'est plutôt petit. Hein. Donc sur les parois, on va avoir ce qu'on appelle un endomètre. Alors un endomètre, c'est quoi? C'est une fine partie. Donc en fait, pour vous imaginer, alors effectivement, c'est pas tout à fait exact, mais pour vous imaginer, l'endomètre, c'est un peu comme un matelas rempli de sang. D'accord, donc qui va pouvoir accueillir l'ovule qui est fécondé. Et donc en fait, il faut que cet endomètre, donc ce matelas, soit relativement épais pour pouvoir accueillir cet ovocyte fécondé. En fait, lorsqu'il n'y a pas d'ovule fécondé, et bien tout simplement cet endomètre n'est plus nécessaire et c'est à ce moment-là que les règles vont se déclencher et que donc l'endomètre, donc cette paroi qui recouvre l'utérus, va se détruire et s'écouler donc par le vagin. Donc ici, l'utérus, c'est quoi son grand rôle? Eh bien, c'est d'accueillir le fœtus et puis le bébé donc, qui va arriver donc à maturité donc, pendant la grossesse. Donc en fait, toute la grossesse va se dérouler ici, au niveau de la cavité utérine. Alors, dans la partie inférieure, c'est ce que je vous ai dit plus tôt, eh bien, on va avoir donc le col de l'utérus, donc lui, il va sécréter une glaire, ok, et donc cette glaire, simplement, va permettre effectivement donc, de lubrifier davantage. Alors, l'orifice qui est là donc, va permettre le passage donc, des spermatozoïdes lors de l'éjaculation et la sortie donc, du sang lors des menstruations. Donc, il faut savoir que ce col de l'utérus va se dilater. Donc, quand on parle que le vagin, que le col s'efface, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, en fait, on va avoir un écartement, d'accord, jusqu'à 10 cm pour laisser passer le bébé. Alors le vagin, ensuite, le vagin c'est un conduit musculaire donc qui est très élastique forcément. Il va relier donc l'utérus à la partie donc externe de l'appareil génital féminin et il va mesurer environ 7 à 10 cm.
Et donc, c'est vrai, lui, il sert vraiment au rapprochement sexuel. Donc, la légende, en 1, on a les trompes de Fallope, qu'on voit très très bien ici. En 2, les pavillons donc, de la trompe. En 3, les ovaires. En 4, l'utérus. En 5, le col de l'utérus qu'on va avoir juste ici. En 6, le vagin. En 7, l'endomètre, donc qui est bien effectivement la ligne qui se trouve ici au niveau de l'utérus. Et puis en 8, on va avoir donc les glandes de Bartholin.